Salut à tous. Un constat simple s'impose. L'argent facile en crypto, c'est bel et bien terminé. Les alt seasons où on balançait all-in sur n'importe quel shitcoin pour faire x100, c'est bel et bien derrière nous. Et l'histoire du poker nous explique exactement pourquoi. Voyons ça tout de suite. Donc une analogie intéressante, c'est celle du poker, qui a plein de points communs avec la crypto. Donc le poker a également connu un mode facile et on va voir ça tout de suite. Donc une histoire qui peut qui peut représenter tout ça est celle d'un homme prénommé Chris Moneymaker. Cette histoire date de 2003. Donc c'était un comptable du Tennessee qui, pour 86 $ participe à un satellite sur PokerStar qui le qualifie pour le WSOP. Il se trouve qu'il le gagne pour un gain de 2,5 millions de dollars. Et fun fact, c'est le premier tournoi live de sa vie à ce mec. Chose qui paraîtrait impossible aujourd'hui tout simplement. C'est là que démarre le rêve. Et les gens se disent, si ce mec peut le faire, moi aussi. Et les chiffres sont parlants ensuite, car au WSOP 2002 par exemple, il y avait 631 inscrits, pour arriver en 2006 à un total de 8773 inscrits, c'est-à-dire un x14 en 4 ans. Et sur Internet, c'est la même chose, hein. Les rooms en ligne explosent, PokerStar, Full Tilt, Party Poker, des millions de joueurs débarquent. C'est là qu'on en arrive à l'âge d'or de la crypto. Donc ce qui vient de se passer au poker, bah, c'est exactement la même chose qui s'est passé en crypto, hein. Le même schéma, la même euphorie, la même illusion. Comment ça commence en général sur la crypto? Tout simplement, on entend un pote ou quelqu'un qui nous dit, écoute, j'ai mis 500 balles sur un truc là, ça s'appelle des cryptos, sur tel token avec un nom rigolo ou un truc qui paraît un peu prometteur, et j'ai fait x20 en 2 mois. Et toi, tu vas voir et tu constates qu'il t'a pas mytho, c'est réellement passé comme ça. Donc là, réellement, c'est le moment où tout le monde se dit, comme pour le poker précédemment, bah, s'il l'a fait, moi aussi je peux. Donc là, le nombre d'investisseurs explose, hein, des millions de nouveaux entrants, même profil qu'au poker, ils comprennent rien, mais l'argent rentre tout de même. Donc les tokens se multiplient à une vitesse folle, chaque semaine un nouveau projet, une nouvelle promesse. En 2017, on a la folie des ICO, tous les tokens font des multiples délirants. En 2020, on a la DeFi Summer, donc on peut voir ici que voilà, la TVL de la DeFi passe de environ 1 milliard, même pas 1 milliard de dollars au pic en 2021 à plus de 170 milliards de dollars. Donc vous avez du yield farming également pendant cette période à 100-300% d'APY normal, sans que les gens se demandent d'où ça vient forcément. Vous pouvez ajouter à ça les premières drops qui arrivent, clairement. Personne ne connaissait ça à l'époque et on peut assimiler ça à de l'argent gratuit. Par exemple, tu utilisais un protocole, bah, tu reçois des tokens. Il y a eu les plus gros ont été par exemple Uniswap, DYDX, il y a eu CoSwap, il y en a eu encore d'autres. Par exemple, pour Uniswap, vous faisiez quelques swaps à l'époque, je sais pas, 5-6, vous retrouviez avec un wallet éligible à 3 000 à 4 000 $ de tokens. Donc, si vous mixez tout ça, vraiment, bah, ça peut s'assimiler à une ruée vers l'or, quoi. Les gains semblent garantis, vraiment à la portée de n'importe qui, sans forcément savoir ce qu'on fait. Donc pas besoin de comprendre la techno, hein, pas besoin de lire un white paper, il suffisait juste d'être là. Vu que les gens arrivaient en masse, c'était vraiment le mode facile, comme au poker entre 2003 et 2007. Donc c'est là qu'on en arrive à la fin du mode easy. Donc le mode easy, au poker ou en crypto, ne meurt pas d'un coup, hein. Ça meurt généralement en 3 vagues et on va les traiter. Donc la vague numéro 1, c'est celle de l'éducation. Donc au poker, entre 2007 et 2009, les forums changent tout. Il y a la big du poker en ligne qui arrive, les fiches commencent à lire, à comprendre les ranges, les cotes, les positions. Les bons joueurs d'avant n'ont plus un edge gratuit. Il faut vraiment être bon, pas juste être meilleur que les nuls. En crypto, c'est exactement la même chose. Après le bear market de 2022, les gens sont forcés d'apprendre et de s'améliorer. Donc les participants, ils commencent à comprendre des concepts comme le circulating supply, ils regardent les unlocks des tokens, est-ce que les tokens font des buybacks, est-ce qu'ils ont des revenus, tout ce genre de choses.
Donc, ils cherchent par exemple d'où provient le yield sur les protocoles de DeFi et en gros, le hedge, qui consistait à avoir lu le white paper et quand les autres ne l'ont pas fait, n'est plus suffisant dans ce dans ce nouvel écosystème. Donc ensuite, il y a la vague numéro 2. Bah, la vague numéro 2 au poker, c'est ce qu'on appelle les HUD, par exemple. Les HUD, c'est des logiciels qui traquent chaque main de chaque adversaire. Donc tu peux voir en temps réel combien l'adversaire relance en général, combien il fold, combien il bluffe, etc. Donc vous pouvez avoir le profil de joueur affiché directement, tout simplement, quand vous jouez contre lui. Donc il n'y a plus de secret, plus de style caché. Ah, les fiches sont identifiées en quelques mains. Puis il y a les solvers qui arrivent. Donc les solvers, c'est des logiciels qui calculent la décision parfaite dans chaque situation, ce qu'on appelle communément le GTO, donc le Game Theory Optimal. Donc là, le poker devient une science et les décisions se basent sur des probabilités mathématiques et non plus simplement sur un feeling comme à l'époque. Et en crypto, il se passe exactement la même chose. Au niveau des outils, il y a des métriques qui deviennent accessibles qui avant ne l'étaient pas. Donc là, on peut voir là, on peut voir la TVL en temps réel. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir les tokenomics, on peut traquer les whales, on peut accéder à toutes sortes de données on-chain avec des outils comme DeFi Llama, Nansen, Dune. Avant, c'était accessible vraiment qu'à des développeurs qui devaient coder leurs propres outils. Aujourd'hui, c'est accessible bah, clairement à n'importe qui. Donc, ça, ça permet à n'importe qui de pouvoir faire des analyses beaucoup plus poussées qu'à l'époque. Et enfin, il y a la vague numéro 3, ce qu'on peut décrire comme la maturation du marché. Au poker, c'est pas exactement la même chose, mais au poker, en gros, c'est les régulateurs surtout. Donc, il y a eu des fermetures en 2011 de rooms. Donc, Poker Star Ferme, Full Tilt, etc. Full Tilt fait faillite. Bah, les joueurs américains, le plus gros marché, bah, disparaissent. Donc, les joueurs retail en même temps. Il reste plus principalement que des grinders, donc des pros contre des pros, plus de fiches. Fin du mode easy, tout simplement. Et en crypto, on a eu la même dynamique. Les retail drivent plus le marché aujourd'hui. Les instituts sont là. Et pour de vrai cette fois, via les ETF, on peut voir que le nombre de tokens explose également. Il y a un graphique qui est très intéressant. On peut voir qu'à l'époque, il y avait environ 10 000 tokens en 2017. Aujourd'hui, on a 48 millions. Donc vous vous doutez bien que aujourd'hui, tu as une chance sur 48 millions que l'argent aille sur le token sur lequel tu as misé. Donc c'est mathématiquement beaucoup plus improbable qu'à l'époque. Et ce qui a changé aujourd'hui, c'est que les gens, donc les retail comme nous, se comportent de manière plus mature aussi. On regarde la macro, on regarde les chiffres de l'inflation, les taux directeurs US, les décisions de la Fed, les événements du monde réel ont plus d'impact que les narratifs Twitter. À l'époque, un tweet d'Elon Musk qui parlait du Doge faisait exploser le cours. Aujourd'hui, c'est un discours de Jérôme Powell que les gens attendent pour faire bouger le marché. Donc ça a totalement changé. Aujourd'hui, enfin avant les cryptos, c'était vraiment un petit monde à part, isolé, un petit îlot. Aujourd'hui, on est beaucoup plus connecté au marché traditionnel. Donc, il faut garder ça en tête. Et le terrain de jeu a changé, tout simplement. Si vous jouez encore comme en 2017 ou en 2021, il n'y a pas de secret, vous vous ferez manger, tout simplement. C'est là qu'on en arrive à la vraie question, qui est: et maintenant? Maintenant qu'on sait que le mode facile est terminé, comment est-ce qu'on s'adapte? Qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, avant tout ça, il faut faire un constat. Le constat, bah, c'est une chose simple que personne, ou très peu de personnes vont te dire, c'est que non, tu vas pas devenir millionnaire en mettant 500 balles sur un shitcoin, ou c'est les mêmes probas que gagner au loto, tout simplement. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais clairement, il va vraiment falloir que tu chattes pour être, pour être précis. Donc, il y aura probablement, à mon avis, plus d'alt-season où tout fait x10 pendant 6 mois, comme je te l'ai expliqué, dû principalement au nombre de tokens qui sont créés aujourd'hui chaque jour et le nombre total en circulation. Je pense plutôt qu'il y aura des narratifs season, c'est-à-dire des périodes de quelques mois, beaucoup plus courtes que les alt-season de l'époque, où un certain secteur va exploser. Voilà celui qui aura une hype à ce moment-là.
Donc oui, je pense qu'il y aura encore des opportunités, mais ça demande du travail, du temps et de la discipline. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que le crypto market, a encore des niveaux de valorisation plus élevés à aller décrocher? Bah, c'est tout simplement comment est-ce qu'on s'adapte à ce changement de paradigme. Et c'est là qu'on en arrive à quelque chose qui pour moi paraît vital, c'est de définir son profil d'investisseur. Donc il y a 2 profils principaux qui émergent. Le profil numéro un, c'est l'investisseur passif. C'est celui qui a peu de temps à y consacrer, il a pas envie de se faire chier à passer sa vie devant les charts ou à scroller sur Twitter. Il se contente de faire des DCA à intervalles réguliers, c'est-à-dire qu'il achète du bitcoin tous les 15 jours, tous les mois, peu importe. Ou alors il achète sur des zones de prix qui lui paraissent attractifs et corrects, comme ça peut l'être en ce moment par exemple. Je dis pas qu'on est au bottom, mais c'est juste pour donner un exemple, tout simplement. Donc là, ce qui marche, bah, c'est d'acheter régulièrement, hein, pas regarder le prix tous les jours et pas toucher à son wallet et à changer ses positions continuellement. Donc ce qui marche pas si vous faites ça, c'est d'essayer de timer le marché par exemple. Là, ce n'est pas pour ce type de profil. Ensuite, le profil numéro 2, bah, écoutez, il y a de grandes chances que vous fassiez partie de celui-ci puisque vous regardez cette vidéo-là, tout comme moi. Bah, là, c'est quelqu'un qui consacre déjà du temps à cet écosystème-là. Et là, dans ce cas, il faut être beaucoup plus précis. Donc, toutes les variables à ajuster. Donc déjà, la variable de temps. Combien est-ce que vous consacrez de temps par semaine à ce secteur? Ensuite, votre tolérance au risque. Est-ce que vous êtes OK avec le fait de pouvoir avoir des drawdowns, sur votre portfolio de 20-30-40? Ou est-ce que ça vous fait paniquer? Est-ce que ça vous met mal à l'aise et vous fait prendre des mauvaises décisions par la suite? Ensuite, il y a le point du secteur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible de suivre tout ce qui se passe. Il y a tellement de secteurs différents à l'intérieur même de l'écosystème crypto qu'il faut se concentrer. Par exemple, vous aimez la DeFi, vous aimez les pertes DEX, vous aimez tout ce qui est agent IA, etc. Vraiment, vous trouvez un ou deux secteurs où vous êtes bon et vous vous renseignez plus que les autres, parce que c'est mieux d'avoir un edge sur un ou deux secteurs plutôt que d'être moyen sur la totalité du marché. C'est pas comme ça que vous réussirez à surperformer. Un autre point, c'est tout ce qui concerne la veille. Donc il faut améliorer vos sources. Il faut vraiment faire attention à ce que vous consommez comme contenu. Sur Twitter, faites un tri de temps en temps sur les gens que vous suivez. Faites des listes. Personnellement, je fais des listes par secteur qui m'intéresse. Voilà, ça permet une fois que je veux me focus sur un secteur en particulier, je ne lis que cette liste. Quelque chose d'autre, je vous conseille, c'est tout bête, mais c'est de suivre principalement des contenus anglais. Car c'est de ce que j'ai vu et de mon expérience, c'est beaucoup plus qualitatif. Et aujourd'hui, en plus, il y a plus vraiment d'excuses, quoi. Vous pouvez traduire directement les tweets, les vidéos YouTube, vous pouvez faire des transcriptions avec, Notebook LM et voilà, vous avez les résumés des vidéos. Donc il y a vraiment plus d'excuses à consommer uniquement du contenu français aujourd'hui. Ensuite, il y a les communautés. Donc là, il suffit d'aller, sur les groupes, Discord ou Telegram, des projets que vous aimez bien ou des communautés tout simplement. La possibilité de rejoindre des groupes privés, si vous voulez vraiment profiter, de personnes, de réflexion de personnes plus smart que vous et vraiment il y a des groupes qui sont des pépites. Je vais pas en donner ici parce que c'est pas le but, mais si vous recherchez, vous trouverez vite lesquels. Encore une fois, connaître son profil et s'y tenir, c'est le premier edge. Dans ce marché où le mode facile est fini, c'est le seul edge qui compte. On arrive à la fin de cette vidéo et pour être franc avec vous, si j'aurais un conseil à vous donner, c'est que la plus grande chance de réussir aujourd'hui, c'est pas sexy, c'est pas ce qui va faire du clic, c'est pas ce qui va faire vendre, mais c'est simplement de se concentrer et d'essayer d'accumuler le plus de BTC et d'Ether possible. C'est un conseil que peu de gens vont vous donner, vu que c'est pas ce qui fait vendre. Et un autre conseil, c'est de ne pas fuir pendant le bear market. Si vous êtes toujours là, ben, je pense que c'est le cas, parce que la plupart des gens abandonnent en bear et réapparaissent au début du bull run. Ils ont déjà loupé une partie de la hausse, ils sont pas préparés. Vous si, et la différence, elle peut clairement se faire ici. Donc si vous êtes comme moi et que vous tentez de surperformer le marché, un conseil les gars, il va falloir s'accrocher. Personnellement, en ce moment, je dis pas mal le protocole X402. C'est un protocole qui permet aux agents de pouvoir
effectuer des paiements de manière native et autonome. Donc je vous laisse en description, une liste Twitter, ma liste Twitter, qui me permet de suivre tout cet écosystème. Comme ça vous pourrez aller jeter un œil si vous voulez. J'estime que ça apporte de la valeur et comme ça vous pourrez voir, pour ceux qui pratiquent pas encore ce genre de choses, à quel point ça peut être efficace. D'ailleurs, je compte faire une prochaine vidéo où je vais présenter ce protocole. Dites-moi déjà si vous connaissez, si vous avez des projets, pourquoi pas que vous suivez dans cet écosystème et que potentiellement je pourrais pas connaître. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao.